Bonjour Amir, comment vas-tu? Salut Diane, salut Radio. Moi, je suis monté juste pour faire la Salut. promotion d'une chaîne que je viens de découvrir qui s'appelle sur YouTube, qui s'appelle Radio Chaotique. Voilà. Donc, je suis monté juste pour faire voilà, abonnez-vous. C'est une nouvelle chaîne que je connaissais pas Bah, et merci. ça balance des vidéos très très longues de live. Voilà, vous n'allez rien rater du live de cette chaîne-là. Ah ouais, je Trop ne bien. coupe rien du tout. Eh ben c'est nickel, comme ça je pourrais sortir ces vidéos en collab et ce sera très chouette. Merci Amira. Merci Amir. Bah écoute, t'es le bienvenu, si t'as envie de rester, tu peux, et Ouais, bah je reste, mais je me tais, je t'écoute. ouais, t'inquiète. Merci beaucoup. Et ben on est parti, donc on continue. Je suis toujours pas sur la bonne fenêtre. que ce coût social, que les manifestations qu'il pourrait y avoir, que la violence, on va dire, légitime que la police devrait imposer pour que la migration ait lieu quand elle sera décidée. Mais en revanche, la difficulté, pour moi, elle est économique. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, les immigrés sont intriqués dans l'économie française, et donc c'est pas quelque chose qui se fera en 5 minutes, bien sûr. Bien sûr, mais ça, ça c'est un problème de tout le monde développé, y compris des Asiatiques, hein. C'est-à-dire que dans les pays développés, les gens font pas assez d'enfants, et ça pose en fait des problèmes de pertes en fait économiques. Il y a des emplois qui ne sont pas pris. C'est un vrai problème en termes de croissance. Et ça, j'ai pas la solution miracle. Je sais que la robotisation petit à petit va faire il sera nécessaire qu'il y ait de moins en moins en fait d'employés dans tel ou tel domaine. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc effectivement, je ne dis pas que ça sera facile. d'outre-mer qui sont Comme vous voyez, on est vraiment dans cette espèce d'histoire qui est je vais redéplacer encore une fois les buts et je vais les déplacer le plus de fois possible d'affilée pour faire un espèce de millefeuille argumentatif. Donc là, on est à la fois dans un déplacement de but et un millefeuille argumentatif. C'est pour ça qu'en fait, c'est très compliqué parce que on est face à quelqu'un qui, de façon un peu perpétuelle et un peu absolue, se retrouve dans une situation où tu lui poses une question et il va répondre à 3 questions que tu n'as pas posées. Là, en l'occurrence, il dit bah, si jamais il y a violence, oui, je légitimiserai la violence au moment où elle arrivera. Ça va créer des drames économiques. Et quelle est la solution pour régler les drames économiques de cette politique d'immigration? Je sais pas. Donc voilà, on a vraiment un truc qui est très compliqué. Et malheureusement, comme je le dis, c'est le truc que vous allez le plus entendre. Je trouve que Casus est un peu trop coulante par rapport à ça. Même si je vois le concept, hein, je vois l'idée derrière. Mais quitte à me laisser faire, j'aurais préféré, encore une fois, ressouligner la manœuvre aux yeux de tous. Afin de lui le bloquer et lui dire bah voilà, quand tu fais ça, non seulement on te voit, mais en plus de ça, bah, personne n'est dupe, même moi je ne suis pas dupe. Tu n'arriveras pas à te sortir de ma question qui te dérange en répondant à des questions que j'ai pas posées. majoritairement moi. Ok. Alors, Oui, une petite question du chat, Est-ce que tu James peux qui faire dit on fait quoi pause des Français un d'outre-mer? instant? Oui, bien sûr. Radio, il y a que moi qui entends Diane en double? Non, non, moi aussi, mais pas le choix, pardon. En fait, Ah, c'est d'accord. soit vous m'entendez en double, et j'en suis sincèrement désolé, soit vous entendez pas la vidéo. D'accord. Mais en bas, c'est nickel, hein. C'est juste là, depuis que je suis sur le stage, je t'entends en double. Donc, c'est pas très grave, hein. Vas-y. Oui, c'est ça, c'est juste dans le panel, t'inquiète. Qui sont majoritairement noirs, par exemple. Est-ce que les outre-mer Ah, mais ça restent... n'a rien à voir. Ouais, non, mais la question mais du chat. alors c'est vrai que la question divise un peu. Il y a des gens, bon, je connais quelques identitaires qui veulent se séparer de l'outre-mer pour des raisons. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec cette vision parce que, alors là c'est une vision, pour le coup c'est une vision souverainiste. Je suis pas idéologiquement étonnant, souverainiste, enfin, je suis quand même suffisamment souverainiste pour refuser que la France perde des terres. Je suis complètement con. Non, on a un intérêt stratégique, économique en fait à garder des îles. Mais ces gens-là en fait sont des Français des îles. Leur statut il est pas à remettre en question. Il y a pas de problème à ce niveau-là, quoi. Je vois pas. Puis de toute façon, je veux dire, même quand bien même on remettrait au cœur du sujet la question ethnique, il n'y a pas une invasion en France métropolitaine d'Antillais et de Martiniquais. Enfin, je veux dire, c'est pas le. Ouais, quoique. Moi, la question que j'aurais posée, c'est dans l'autre sens. On se dit, bah écoute, voilà, toi, tu milites pour une. Comment dire? Tu milites pour une France blanche. Est-ce que tu autoriserais les départements d'outre-mer à juste dire, bah ok, ça va, mais nous, on veut plus. En fait, on veut plus pour reprendre les mots, on veut plus que les blancs nous gouvernent. En fait, on veut avoir notre propre gouvernance, on veut rester entre nous et on veut, on veut plus en fait de système qui nous est imposé, cette espèce de système colonial et impérialiste. Est-ce que tu serais ok, ou est-ce que justement ton souverainisme reprendrait le pas?
Je trouve que ça aurait été une bonne question à poser aussi. Moi, par exemple, Moi, la question que je me pose, que je me suis posée lors de cet échange-là, et d'autres échanges, par exemple, que j'ai écoutés, je crois que il y avait Radio Chaotique, ou sur un autre live où il y avait un certain Johan qui tenait les mêmes propos que Conversano. Oh, c'est chaud. Ouais. Et je me dis, imaginons le projet de Conversano regroupe suffisamment de monde et ça réussit. On nous met tous dans des bateaux et on nous dégage. Nous tous. Ceux qui sont différents. Parce que lui, il veut pas voir la différence. Parce que c'est ça, en fait. Il faut que les gens qui lui ressemblent pas ne soient pas dans la rue parce que sinon, en fait, c'est inquiétant. C'est l'insécurité, un sentiment d'insécurité. Ce qu'il ne voit pas, par exemple, lui, en Roumanie, parce que apparemment, de son expérience en Roumanie, il voyait pas la différence. On n'a pas la même expérience de la Roumanie. J'ai vécu presque une année en Roumanie et Vorbește Frumos, je sais pas lui s'il a intégré, il a vécu avec les gens ou s'il était avec des francophones. Moi, j'ai vécu avec les Roumains pendant une année et je prétends pas connaître la Roumanie plus que les Roumains, mais j'ai vu une diversité. Hein. Les Roumains ne sont pas que des Blancs. Hein. Donc, je sais pas d'où il a ramené le truc. J'ai vécu à Bucarest, j'ai vécu à Iași, et la diversité, elle est énorme. Il y a des Moldaves, il y a des gens qui viennent de Russie, ça parle russe, ça parle un tout petit peu. Il y a du persan, des fois, des restants de perse, des restants d'arabe, même dans leur langue, dans leur nourriture. Je sais pas où il a vu une homogénéité parfaite en Roumanie. Moi, c'est pas mon vécu du tout. Mais imaginons, je reviens au début, imaginons ce projet-là, il y arrive et on nous met dans des charters, au revoir. Ça sera qui le prochain différent? Ça sera les handicapés? Ils sont trop différents, ils nous coûtent de l'argent. On les met aussi dans un charter? Ça sera qui? Ça sera le programme du moustachu? Ah, ils ont un grand nez. Les feuges, il faudra les dégager. Donc ça sera les feuges. Fais gaffe avec les mots quand même. Ouais, en fait, oui, mais c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Les Arabes, ouais, ils sont trop bronzés. Les Juifs, ils sont je sais pas quoi. Les handicapés, ils n'ont pas de jambes. C'est quoi le truc? Ouais, je suis La d'accord. limite de ça, ça ressemble à un sophisme de la pente glissante, mais quand même, voilà, si vous adhérez à ça, moi je sais pas, parce que la minorité, vous allez être dedans un jour. Vous allez être le roux. Vous allez être celui qui a des yeux noirs. Et lui, il est plus pour les yeux bleus. Ou l'inverse. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et hier, j'ai entendu un argument, c'est oui, mais il y a les civilisations ne se valent pas. Et on voit quand, par exemple, des Asiatiques viennent en France, bah, chez eux, il y a beaucoup d'ingénieurs. Bah, moi, j'ai travaillé en France, dans les mondes où il y a des ingénieurs, bah, force est de constater que ça sera une catastrophe énorme pour l'économie française si des Nord-Africains et des Africains, on les met dans des charters. Parce que qui va faire le taf chez Bouygues? Qui va faire le taf chez Orange, chez Dassault, chez Amadeus, chez Air France, chez Microsoft? Qui va faire le taf? Je comprends vraiment, je sais pas. On verra. Hein. De toute façon, là aux États-Unis, on a malheureusement une expérience grandeur nature et on va voir comment ils vont le vivre. Parce que, en fait, les gens disent en bac, tu fais un sophisme de la pente glissante, mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux parce que ce genre d'idées ne vont jamais toutes seules. C'est-à-dire que quand on impose un totalitarisme, et c'est ce que je dis souvent, tant que c'est nous, entre guillemets, quel que soit le nous, hein, quand je dis nous, c'est pas moi en l'occurrence ou notre groupe à nous, mais quand on impose un totalitarisme, le pouvoir a toujours comme unique et, et incontournable règle que
quand on est dans du totalitarisme, ça va dépendre des gens qui prennent les décisions. Quand les gens vont changer, les critères vont changer. Donc là, tant que maintenant, bah oui, peut-être que c'est des critères qui vous conviennent. Peut-être que les critères que Conversano met en avant sont OK pour vous. Mais malheureusement, une fois que les lois sont faites, une fois qu'on est dans une société totalitaire, ces critères, ils peuvent changer. Et c'est pas vous qui déciderez comment les critères changent. Et vous n'aurez plus de contrôle là-dessus. Parce qu'en fait, c'est ça le principe de la démocratie. C'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça que je suis contre le totalitarisme. C'est parce qu'il doit y avoir des contre-pouvoirs pour justement, quand il y a quelqu'un qui dépasse les bornes, qui opprime une minorité, il faut pouvoir démettre cette personne de ses fonctions. C'est hyper important. Mais on glisse un petit peu et on va en revenir à la vidéo. Que le trafic de crack, par exemple, passe beaucoup aussi par les Antilles, etc. Il y a eu un moment donné où certains considéraient que c'était déjà trop par rapport à ces problématiques-là, alors qu'en fait, ça reste marginal par rapport à ces populations. Mais c'est toujours la vision déformée par rapport à ce qu'en disent les médias. Je rends la parole à Cassius qui avait envie d'intervenir. J'entends vraiment ce que tu dis. Moi, là où j'ai toujours un flou dans l'explication, parce que j'essaie vraiment de me représenter ce que tu dis, c'est en termes d'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité, majoritairement, elle vient pas de... Enfin, majoritairement, je parle. Je parle pas de proportion, on rentre pas dans les statistiques. Mais majoritairement, ça vient de gens qui sont français. Donc, je parle pas d'origine, ils sont français. Donc, toi, quand tu parles de réimmigration, ou quand tu parles justement de se défaire finalement de toute cette insécurité qui serait liée à l'immigration, Oui. Alors, tu vises majoritairement des gens qui sont déjà français finalement. Donc, eux, on en fait quoi ? Alors, deux choses. En fait, il y a deux solutions. Là, je réponds très concrètement à ta question. Alors, la première, en fait, c'est un durcissement en fait judiciaire, tout simplement. Ce sont des peines de prison qui sont alourdies. Et ça, encore une fois, c'est une volonté politique, même un rêve politique que j'ai. Mais c'est très difficile à mettre en place dans un pays où la justice est quasiment un contre-pouvoir. C'est-à-dire, même si je sais pas, Zemmour parvenait au pouvoir, on n'est pas certain qu'on arriverait à faire appliquer une justice plus forte. Voilà, moi je pense que là, sans même parler beaucoup de. Mais c'est plutôt rassurant, non ? Parce que imagine que ce soit pas le cas. Là, typiquement, encore une fois, on est dans une réponse qui peut paraître satisfaisante quand tu regardes la surface de la réponse. Mais par contre, c'est pas une réponse à la question que Cassius a posée. La question que Cassius a posée, c'est si tu veux remigrer des gens, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont déjà français, qu'il faudrait réémigrer ? Et lui, il dit, bah moi, je veux un durcissement, je veux un durcissement de la justice. Ça veut rien dire, un durcissement de la justice. La question, c'était qu'est-ce qu'on fait des gens que tu veux réémigrer et qui sont déjà français ? La question, elle était précise et lui, il l'a élargie au maximum afin qu'on comprenne plus rien de ce qu'il dit et que en fait, on oublie même la question au bout d'un moment. Laisse-le finir. Mais déjà, c'est moi qui gère, n'est-ce pas ? Je coupe les gens quand je veux, c'est moi qui ai le bouton pause. Et puis, les gens qui ont envie de débattre, vous pourrez monter après. Mais j'avais vraiment envie de faire cette analyse et là on a commencé, j'ai pas envie de m'arrêter au milieu. Imagine que la justice, elle soit étatique finalement, qu'elle soit c'est clairement le en lien rapport, avec, oui, je sais bien. Le rapport il est dialectique, c'est-à-dire soit d'un côté on a une dictature où en fait le président c'est aussi celui qui décide qui va en prison ou pas, et là on a des régimes à la Maduro ou à la Poutine. Mais d'un autre tu côté, finis en prison nous, si Mélenchon passe, toi. On est allé trop, on est allé trop loin dans le sens inverse. Le problème c'est qu'on est allé trop loin dans l'autre sens. Mais quel sens quand en fait des juges eux-mêmes ne respectent pas les peines qui sont normalement celles qu'on donne à un violeur, parce qu'en fait un juge, il faut bien comprendre que un juge a la liberté de donner quasiment la peine qu'il souhaite, c'est-à-dire qu'il peut donner une peine qui est inférieure à la peine qui est recommandée par la loi. Donc là, on a un vrai souci. Et très franchement, je ne sais pas comment ça peut être changé, parce qu'il faudrait changer tout le syndicat de la magistrature. Mais ce qui est certain, c'est que pour endiguer, on va dire, pour calmer l'insécurité, une police forte et une justice plus intransigeante, c'est la base. Et ça, pour le coup, comme tu le dis, ça peut affecter, enfin, ça peut nuire positivement à des criminels français ou non, ça n'a pas d'importance. Et là, voilà, on n'est plus du tout dans une défense d'identitarisme, on est juste dans une défense de plus de sécurité, plus de la justice plus radicale, plus violente, enfin plus une police plus présente, etc. On est dans un autre discours. On n'est plus du tout, encore une fois, dans la question qui a été posée de base. Et la justice est très cadrée. En fait, c'est pas les juges, ils font ce qu'ils veulent, contrairement à ce qu'il dit. Je vois qu'il y en a qui s'excitent dans les commentaires, et vous avez raison. Les juges ne font pas ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est pas les juges qui décident de la peine, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, la justice est un contre-pouvoir. Oui, la justice doit être indépendante de l'État, parce que c'est con à dire, mais les hommes politiques, en fait, ils doivent pouvoir être condamnés par la justice. C'est pas parce qu'ils sont au pouvoir qu'ils ont une immunité impossible à briser et indiscutable. Ça, je suis pas d'accord. Pour moi, ça doit rester un contre-pouvoir. Alors oui, si on veut que la justice soit plus
comment dire, soit plus punitive, on peut en discuter. Ça, c'est pas un problème. Est-ce que les peines doivent être revues à la hausse? Comment est-ce qu'on fait? C'est des bonnes questions à se poser. Mais la première question à se poser avant de débattre de est-ce qu'on doit rendre les peines plus violentes, c'est quoi le but de la justice? Une fois qu'on a réfléchi à quel est l'objectif de la justice, quelle que soit la réponse qu'on donne, on va pouvoir commencer à discuter des peines. Mais il faut commencer ce genre de débat à la base. Vraiment, à la base. Donc, il ne faut pas juste se dire oui, bah, il faut que ce soit plus violent, sans dire pourquoi il faut que ça soit plus violent. Si le but c'est de réduire le sentiment d'insécurité, effectivement, ça peut être un bon moyen. Mais si le but c'est de réduire l'insécurité réelle, là, par contre, il faut se référer aux études sociologiques qui sont faites sur le sujet. Et en fait, on se rend compte que ça marche pas. Durcir les peines, c'est le mot que je cherche depuis tout à l'heure, c'est pas forcément le plus efficace pour réduire l'insécurité réelle. Et il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Je vous invite à vous renseigner. C'est un sujet qui est passionnant, mais encore une fois, sur lequel je n'ai qu'un éclairage très très restreint, très très limité. Et je dis probablement plein de bêtises, donc à chaque fois que je dis quelque chose, partez du principe que ce que je dis est faux et qu'il faut aller le vérifier comme si vous vouliez me débunker. Je veux dire, l'insécurité, tant qu'elle est réduite, ça fera du bien à la... Je t'écoute. Ouais, non, juste sur le sentiment d'insécurité, le réduire, pour moi, c'est du bullshit, hein. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Parce que le sentiment d'insécurité diffère d'une personne à l'autre. J'ai Même dit si ça on peut marcher. On peut en discuter, Oui, mais je suis exact, d'accord exact. avec toi. Ouais. Ça diffère, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable, mais on pourrait très très bien faire un sondage sur 1028 personnes et dire à quel point vous sentez-vous en sécurité, et si on durcissait les peines, est-ce que vous vous sentiriez plus en sécurité? Et là, on aurait un chiffre mesurable, tu vois, même s'il resterait sujet à de grosses discussions. Population. Et la deuxième chose, alors là c'est moins, parce que je pense que là on est vraiment dans mon sujet, les gens disent toujours oui mais finalement vous les identitaires, vous les racistes, vous voulez pas seulement vous débarrasser des étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas français de papier, vous voulez aussi que des Français perdent leur nationalité. Et la réponse est oui. Mais alors comment on fait ça? En fait on peut considérer un pouvoir de droite, justement arrivant aux manettes, peut tout à fait considérer que la nationalité française a été bradée depuis au choix 1970, 1980, 1990 et estimer que toutes les naturalisations depuis 30 ou 40 ans en fait sont annulées. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens perdent leur nationalité, ou leurs cas sont réétudiés au cas par cas, et voilà, s'ils ont par exemple une binationalité, on leur enlève la nationalité française, et ils sont contraints soit de rester en France mais en tant qu'étrangers, soit de repartir dans leur pays. C'est quelque chose qui est théoriquement concevable. Ça, c'est un truc qui est dans le comment. Vous voyez, on est encore à côté. C'est triste, mais on est encore à côté de la question. Et ici, en l'occurrence, il parlait de désastre économique. Je ne sais pas trop bien quelle est la part du budget qui compte allouer à ce genre de procédure, parce que s'il faut réétudier tout ce qui a été, toutes les nationalités qui ont été données sur, là je sais plus ce qu'il a dit, mais genre sur les 50 dernières années, prenons cet exemple-là, ça représente une masse de travail qui est considérable. C'est monstrueux. Donc, encore une fois, moi j'aimerais bien qu'ils se concentrent sur ce que Cassius dit et qu'ils répondent aux questions qui sont des questions qui sont très pertinentes et pour lesquelles je suis très très triste d'avoir à chaque fois 3 réponses à 3 questions qui n'ont pas été posées. Pas la double nationalité. C'est ce que j'allais dire, voilà, les métis comme moi. C'est ça. Ah bah, il y a les cas limites, c'est pour ça que j'ai dit au tout début de mon intervention, j'ai dit reblanchiser la France. Vous m'entendrez jamais dire que c'est un projet qui est facile, mais c'est un horizon. En fait, ce qui compte, c'est tendre vers ça. En fait, tendre vers le 100% blanc. Tendre vers le 100% blanc. Par exemple, même si on fait tout ce qu'il faut, même toutes les idées que j'ai dans la tête, même si on parvient à le pouvoir un jour, on arrivera peut-être à 90, à 95, on n'arrivera pas à 100%, mais des mesures telles que celles dont j'ai parlé sont envisageables pour se rapprocher de cet idéal. Voilà. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que quand il dit des mesures sont imaginables pour arriver à cet idéal, il n'y a pas de limite dans le discours qu'il donne. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Maintenant, peut-être qu'il l'a dit. Je ne suis pas en train de dire que parce que je ne l'ai pas entendu, ça n'existe pas. Mais ici, en l'occurrence, dans ce débat-là, je ne l'ai jamais entendu dire que une déportation arbitraire causée par un critère strictement visuel
de couleur de peau était inenvisageable. Que le fait d'en arriver jusqu'à pragmatiser une certaine partie de la population ou mettre une partie de la population en prison ou rentrer dans l'eugénisme, stériliser de force une partie de la population pour arriver à une France 100% blanche, ça c'est des choses qu'il n'interdit pas de but en blanc, et ce sont probablement des dérives auxquelles il ne pense pas. Et pourtant, son système, la manière dont il le présente, pousse en fait vers ça. Il dit c'est un idéal vers lequel il faut tendre. Mais il dit voilà, on arrive à 95, bah, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? J'aimerais bien savoir ce qu'on fait à ce moment-là. Moi, ça me ferait J'aimerais bien plaisir. aussi. Non, Est-ce que clairement, c'est- j'aimerais bien savoir. Ça, ça aurait été une bonne question. Ok, d'accord. On tend vers ton projet et on commence à y aller. Voilà les solutions que, je sais pas, un groupe de personnes envisage. Et les gens commencent à voter. Est-ce que tu votes pour ou contre? Déportation, élimination, stérilisation. Parce que les autres pays refusent. Ils ferment leurs frontières. Ils disent non, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout, c'est important, surtout quand c'est des raisonnements aussi arbitraires. De dire, bon bah voilà, super, on a réussi à définir un espèce de critère, même s'il est méga flou, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour arriver à satisfaire ce critère. J'aimerais vraiment bien savoir. Si un jour j'ai l'occasion de débattre avec lui, ça fait partie des questions que je lui poserai. Pas débattre. Moi, je fais des entretiens épistémiques. Vous aurez remarqué que c'est assez rare que je débatte vraiment. Mais de la même manière, en fait, si tu veux, c'est de la même manière que les gauchistes les plus féroces veulent absolument remplir la France de tout le tiers-monde, et en fait, ils n'y arriveront pas. C'est-à-dire, ils n'arriveront pas à faire rentrer 3 milliards d'Africains en France. Mais enfin, ils essayent. Voilà. Donc moi, j'essaie de Tu tirer leur la corde prêtes dans des l'autre sens, là. intentions, là. Tu leur prêtes des intentions. Mais je te Vas-y, le concède, je te le concède. Mais là, justement, moi, je te pose la Là, effectivement, Cassius l'a super bien souligné. Ils veulent faire rentrer 3 milliards d'Africains en France. Là aussi, elle est difficile à passer, quoi. C'est un petit peu Ouais, comme tout à l'heure quand il nous dit non, non, mon mouvement n'est pas discriminatoire. Enfin, bah, moi, j'aimerais bien voir dans quelle mesure, dans quel programme politique il y a marqué ça. Qu'on veut ramener tout le monde. Je sais pas. Moi, je l'ai jamais vu. Non, mais ça, c'est le côté complotiste, je crois. Ça, c'est le côté, effectivement, le côté où il dit oui, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont assumer frontalement, c'est quelque chose qui est caché, mais on sait très bien que c'est leur objectif. Pourquoi, comment, à qui profite Pour quelle raison? Je Ouais, sais pour pas. quelle raison? C'est quoi Même le. lui, il tu sait vois pas, tu vois. Je sais pas, mais c'est des questions qui sont super intéressantes. Moi, j'aimerais bien savoir, parce que là, en l'occurrence, le seul truc que j'ai en tête, la seule réponse que j'ai en tête, c'est une réponse qui est très cliché du bah, ils veulent détruire, ils veulent détruire la pureté de la race blanche, et je suis désolé, mais c'est indéfendable, quoi. J'ai vu un commentaire. Mélenchon a admis, je l'ai jamais vu, a admis que LFI est le parti du grand remplacement. Déjà, si c'est le cas, imaginons même s'il prononce ça, bah, même moi j'aurais pu le dire. Même moi j'aurais pu le dire. Pourquoi? Parce que je crois pas à ce concept de grand remplacement. Pour moi, c'est du bullshit. Donc, pour troller ceux qui y croient, je pourrais dire une phrase de ce type-là, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, Amir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le grand remplacement, c'est une définition qui est bien précise. Normalement, quand on parle de grand remplacement, on parle d'un groupe d'élite qui cherche activement à remplacer la population d'un pays par une autre. C'est ça, la théorie du grand remplacement. Et ça, c'est quelque chose qui est à 100% complotiste et qui est inimaginable. Donc quand lui il dit ils veulent faire venir 3 milliards d'Africains sur le sol français, c'est évidemment une hyperbole, mais c'est une hyperbole qui est mal placée et qui est comment dire, comment on dit en français, qui est irrelevant. Vous l'aurez. Coucou. Hello. Oui, Ça va je sais pas où vous en êtes, j'espère que vous allez bien, en tout cas tous. Juste en vous entendant parler de ça, moi j'aimerais, parce qu'il y a des gens, alors peut-être qu'il y a plus beaucoup maintenant de gens d'extrême droite dans notre public suite à notre échange avec Conversano, mais s'il y en a, j'aimerais quand même qu'ils m'entendent là-dessus. Il y a une différence entre effectivement ce qu'on explique et ce que Conversano explique. Lui, il parle d'une volonté, d'une sorte, bah oui, de complot destiné à remplacer, à grand remplacer. Mais là où effectivement, je pense qu'il y a un point à souligner et surtout une distinction à faire, c'est que
beaucoup de gens n'ont pas peur de ça quand ils parlent de grand remplacement. Ça, ils connaissent même pas ces théories que ce serait volontaire finalement. Il y en a qui vont utiliser le terme grand remplacement parce qu'ils ont peur que la France ne soit plus ce qu'ils ont connu. C'est-à-dire qu'on fasse venir, même pas, que d'autres cultures viennent parce que forcément il y a un mixage, un mouvement culturel et un mixage qui va se faire, et ils ont peur de ça et ils nomment ça comme étant le grand remplacement, et c'est là qu'il y a une erreur. Moi je pense qu'il faut quand même écouter leurs craintes et leur parler quand ils ont peur de perdre leur identité, et quand ils parlent de grand remplacement, sachant que ce n'est pas la théorie dont ils parlent, c'est cette peur de perdre ce qu'ils connaissent déjà et ce qu'ils ont toujours vécu. Et ça, je pense qu'on peut l'entendre et peut-être apporter des arguments pour leur montrer qu'au final, ça ne change rien dans la finalité. Mais ça, faut les convaincre, quoi, après, que ça ne change rien. Pour moi, ça change rien. Mais pour eux, c'est vrai que c'est une sorte de drame culturel pour eux. C'est une sorte de... Putain, vous imaginez, tout ce qu'on a connu en France, bientôt, ça n'existera plus, tu vois. Et c'est cette crainte-là qui leur fait parler de grand remplacement pour beaucoup d'entre eux. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. La différence entre la théorie et les gens comme ils l'utilisent et la crainte qui en ressort derrière. Ouais. Je suis contente que tu le soulignes parce que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et l'argument du j'ai peur que ma France d'avant soit remplacée par une France de demain que je ne connais pas encore, elle est légitime et elle est compréhensible. Moi, c'est pas une crainte que je partage. Je pars du principe que tout est toujours en mouvement et que demain ne sera pas comme hier et ne sera pas non plus comme aujourd'hui, et que je sais pas de quoi demain sera fait. Donc je suis je suis un peu nihiliste par rapport à ça. Mais effectivement, c'est une crainte de laquelle on peut discuter, mais j'aimerais bien, dans mon fort intérieur, qu'on arrête d'utiliser le mot grand remplacement à tort et à travers, parce que typiquement, ça crée ce genre d'incompréhension, et ça permet à des conversanos de faire passer une partie d'une vision complotiste pour pouvoir plaire à tous les publics et draguer au sens littéral du terme, c'est-à-dire utiliser un gros filet pour racler les fonds marins, pour réussir justement à draguer la totalité d'un électorat qui serait même pas forcément d'accord avec d'autres visions qu'il pourrait avoir. Mais ça, on reviendra quand on aura fini l'échange entre Cassius et Conversano, parce que j'aurai un mot important à dire là-dessus. Par contre, un petit détail, est-ce qu'on peut dire que Amir vient de se faire grand remplacer là? Ah oui, là, complètement. Là, mais ça a été le... Ça bien la théorie de Conversano. Je cligne des yeux. SOS. le téléphone jacking était incroyable. La question, c'est quand tu parles d'identité, donc d'identité blanche, les mesures que tu viens de donner, c'est des mesures qu'on entend de la part de certaines personnes d'extrême droite, effectivement, mais elles suffiront pas. Ah, ça, pas du tout. C'est pas parce que tu emprisonnes des gens ou que tu vires certaines personnes qui sont des délinquants. La majorité des gens issus de l'immigration ne sont pas des délinquants, ils n'ont eu aucun problème de justice. Donc déjà, eux, tu pourras pas t'en occuper de ces cas-là avec les solutions que tu as données. Donc si tu veux tendre vers plus de blancs, on rentre clairement dans des choses un peu plus eugénistes, de l'eugénisme là. On va rentrer dans des permis peut-être... Oui, ça va un peu trop loin, mais c'est ce que tu vis, c'est ce que toi tu promeus. C'est ça que moi j'essaye de voir. C'est est-ce que tu promeus réellement une identité blanche pour la France, ou est-ce que toi tu es plutôt dans un discours où tu veux remettre en question l'immigration, tu veux remettre en question l'insécurité. Finalement, plutôt, est-ce que t'es pas juste un réact, ou est-ce que t'es vraiment un réac, pardon, ou vraiment t'es vraiment un identitaire blanc qui veut ramener une majorité, une France blanche. Pour répondre, c'est le principe des poupées russes. C'est-à-dire, en fait, il y a l'absolu, ce que tu voudrais, on va dire, si j'étais un demi-urge et que je faisais la France que je voulais, il y a, on va dire, mon rêve global. Et comme après, utopie, quoi. Il y a des choses qui sont atteignables, qu'une majorité de Français veulent, sans forcément penser comme moi en tant qu'identitaire blanc. Donc, si on devait faire des poupées russes, je dirais c'est d'abord la réduction de la sécurité. Tu restes tiède, là. La réduction de la... Pardon ? Tu restes tiède. Si on arrive à ce moment-là... Ah bah si, tu restes tiède. Parce que quand tu te dis identitaire... Attends, laisse-moi juste expliquer. Quand tu te dis identitaire blanc, toi, tu promeus quelque chose de vraiment très spécifique. Quand les gens t'écoutent et qu'ils sont d'accord avec toi quand tu parles de remettre en question l'immigration et se charger de la sécurité, eux, ils voient pas directement toi le projet que tu as. Parce que le projet que tu as, même si c'est idéalisé, mais il y a des moyens pour y arriver. Il y a clairement des moyens. C'est juste que c'est des moyens qui outrepassent les droits de l'homme, qui outrepassent la dignité humaine, etc. Mais on peut y arriver. Oui, bien sûr. Mais en fait, je n'arrive pas à comprendre ta question exacte. En fait, ta question exacte, c'est de savoir. Formule ta question exacte en amont, en fait. Est-ce que toi, parce que comme je te l'ai déjà, là j'ai un premier truc auquel je vais réagir, parce que sinon je vais oublier, ça serait dommage. Moi, j'ai pas, dans son discours, j'ai pas saisi un seul objectif ou une seule mesure concrète.
j'ai l'impression qu'il a que tourné autour de son idéal, de la définition de son idéal. Allez, si, durcir les peines pour le sentiment d'insécurité. C'est peut-être le seul truc concret que j'ai réussi à ressortir. Je l'ai pas entendu une seule fois dire telle population c'est dehors. Déjà parce que il veut pas visiblement définir telle population, parce qu'il veut pas mettre de critères précis. Je sais pas pourquoi. J'ai plein d'idées de pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Et ici, en l'occurrence, c'est un peu dommage que t'aies pas un chouïa, maintenant que je sais que t'es là, que t'aies pas un tout petit peu appuyé sur l'eugénisme, parce qu'il a dit oui, mais ça va trop loin, et j'aurais voulu comprendre. Coucou. Ah, mais c'est que vous êtes magnifique, ma parole. On t'entend pas, par contre. Mais voilà, du coup, pour moi, c'est important. T'aurais peut-être pu appuyer un tout petit peu sur l'eugénisme. Ça aurait été important, mais voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir avec moi. Mais moi, je trouve qu'il y avait une forme de provocation. Mais t'es tiède là, Oui, pour c'était le lui. pousser à dire quelles sont les solutions. Quelles sont les solutions auxquelles tu penses, t'envisages dans ta tête? Tu vas aller jusqu'à où? Comme la fois où il me demande c'est quoi les lumières et que je n'y réponds pas. Je savais qu'il allait dire c'est un truc de blanc. Il voulait pas le dire. J'ai dit tu vas me dire quoi? Que c'est un truc de blanc. J'ai dû dire à sa place. Vous voyez? Il osait pas aller au bout de sa réelle pensée, alors que finalement, bah, c'était le sujet. Moi, je parlais avec un identitaire, pas avec un mec tiède du RN qui veut juste arrêter l'immigration. Ouais. Non, Mais c'est on clair, dirait je que- suis bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord, et pour ça, en l'occurrence, pour le coup des Lumières, j'ai trouvé que c'était très relevant, c'était très à propos. Dit, en fait, je La parle bombe pas avec nucléaire, n'importe qui, on je la parle jette sur avec les un Arabes. identitaire blanc. Bombe atomique sur l'Afrique, il y a une musique comme ça. Je parle pas juste avec un gars de Reconquête qui veut fermer l'immigration et qui veut plus de sécurité et renforcer la police. Là, je Ouais. parle avec Daniel Conversano qui est un identitaire, qui prône réellement une identité française. Déjà, Oui, mais la raison pour laquelle moi je te remets les pieds sur terre, c'est que je suis moi-même conscient que les idées politiques, on va dire mes horizons politiques, ne sont pas prônables en France à grande échelle pour le moment. Donc c'est pour ça que je trouve pas intéressant d'en parler. Mais évidemment, quand on est pour la remigration, évidemment qu'on est qu'on a en tête un rêve qui est une France 100% blanche, 100% européenne. Je veux dire, ça, je l'ai jamais caché. Je le dis constamment. Et européenne quand même. Et toi, c'est Oui, pas européenne, bien donc la précisé, migration c'est pour les important. extra-européens. Mais oui, parce qu'il y a toujours eu des flux en France de population, même si c'était pas aussi important qu'à partir du XXe siècle. Il y a toujours eu des étrangers européens en France. Ce qui est nouveau, en fait, c'est les grandes migrations du sud vers le nord. Voilà, d'ailleurs, pas seulement en France, mais aussi en Espagne. Et là, c'est assez amusant parce que depuis tout à l'heure, je vous parlais justement de ce mix qu'il fait entre identité blanche, identité française, identité européenne. Là, on est en plein dans le flou, dans l'énorme flou. C'est-à-dire que il nous parlait tout à l'heure d'une France qui avait vécu les Français pendant 2000 ans. Et puis là, il nous dit ouais, mais il y a toujours eu des flux. Il est un peu tiède à dire il y a toujours eu des flux européens. Il dit ce qui est nouveau, c'est l'immigration du sud vers le nord, mais c'est même pas une réalité historique, ça, en l'occurrence. J'aurais bien voulu qu'ils sortent des preuves. J'aurais bien voulu qu'ils viennent me dire oui, mais regarde, là, effectivement, c'est la première fois, c'est noté dans. Mais il y en a pas, ça n'existe pas. Donc c'est le genre de choses où malheureusement je resterai toujours sur ma faim, parce que on a évidemment toujours eu des flux migratoires. C'est juste qu'à l'heure actuelle, effectivement, depuis, on va dire, les 80 dernières années, et je dis 80 ans pour une raison bien précise, puisque en fait, ça fait 80 ans que l'industrie aérienne s'est vraiment développée. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a eu le développement de l'aviation civile, même si ça a pris du temps, hein, attention, mais c'est à partir de ce moment-là où en fait les flux migratoires ont été énormément facilités. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de traverser la France à pied ou en vélo, mais c'est quand même vachement plus compliqué que de faire Paris-Nice en avion. Donc c'est une évidence qu'on vit à l'heure actuelle des flux migratoires qui sont inédits. Mais il y a plein d'autres raisons pour ça. Il y a aussi le changement climatique qui fait que certaines régions deviennent purement et simplement inhabitables pour des êtres humains. Ça implique aussi plein d'autres choses desquelles il faut parler quand on est sur ce genre de sujet. Et encore une fois, là,
comme l'a super bien dit Cassius, et je le ressouligne, puisque elle nous l'a dit ici aussi en live, on n'est pas face à quelqu'un qui est juste contre l'immigration. On est face à quelqu'un qui est identitaire, blanc. Et donc, toutes ces questions-là, en fait, elles se posent aussi. Et je trouve qu'elles se posent d'autant plus parce que plus on va loin dans cette idéologie-là, plus il faut réfléchir à ce genre de choses. Et j'aimerais vraiment bien qu'on puisse débattre effectivement de toutes ces notions, de tous les droits de l'homme, etc. Parce que lui, il évite le sujet. Il l'a dit là clairement. Je ne veux pas parler de mon idéal parce que ça n'est pas pertinent. Merci YouTube de m'avoir dit que Relevant c'était pertinent puisque j'arrive pas à le trouver toute seule. Je trouve que c'est pertinent d'en parler. C'est pertinent d'en parler parce que ça permet de fixer un cadre, de fixer des limites, et c'est des limites qui sont importantes. On ne peut pas juste laisser cette espèce de flou en disant oui, je suis identitaire, oui, il y a des limites, mais je refuse catégoriquement d'en parler parce que je trouve que c'est pas pertinent à l'heure actuelle. Moi, je suis pas... Là, on parlait tout à l'heure du sophisme de la pente glissante. Pour moi, l'objectif, c'est de justement pouvoir accuser ses adversaires de faire un sophisme de la pente glissante. En disant non, moi je prône juste à l'heure actuelle l'arrêt de l'immigration, je ne suis pas encore en train de parler d'eugénisme. Et en fait, j'ai l'impression, là je caricature un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est ça l'objectif de la démarche, et c'est ça qui me dérange. Moi je préfère être en face de quelqu'un qui me dit bah voilà, je veux ça, même si c'est inhumain. Je trouve qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir un débat qui va devenir un débat idéologique et qui sera plus juste un entretien épistémique où l'objectif c'est de voir si la personne en face de nous elle est solide sur ses appuis. En Belgique, etc. Mais en fait, si tu veux, tu me parles des droits de l'homme. Si ma vision politique aboutissait, c'est une révolution idéologique. En fait, c'est une révolution morale. En fait, dans mon monde, les lois raciales existent. Dans mon idéal politique, il est inscrit dans la Constitution, par exemple, que la France est un pays de race blanche, qu'elle doit le rester majoritairement, et que toute décision politique qui va à l'encontre de cette volonté, en fait, doit être considérée comme anticonstitutionnelle. Donc oui, ça nécessite d'énormes changements. Je suis d'accord avec toi, ça nécessite d'énormes changements institutionnels. Mais rien n'est impossible. Ce que je comprends pas dans ce que tu dis, parce qu'on n'a pas encore défini. Enfin, tu m'as pas. Je suis désolé, j'étais en train de signaler quelqu'un. Donc je vais réécouter. Comme anticonstitutionnel. Donc oui, ça nécessite d'énormes changements. Je suis d'accord avec toi, ça nécessite d'énormes changements institutionnels. Mais rien n'est impossible. Oui, d'accord. Donc effectivement, c'est bien ça que j'avais entendu. Là, on est dans un discours qui non seulement est anticonstitutionnel, mais en plus de ça, on a un discours qui prône le changement de la Constitution dans le même temps que de dire... parce que là, l'astuce rhétorique, elle est super subtile, mais c'est hyper important qu'on la souligne. Il a quand même mis au même rang de « il faut changer » la Constitution et les droits de l'homme. C'est subtil, hein ? C'est subtil. Et il l'a pas dit comme ça. Mais il a dit, effectivement, ça va à l'encontre des droits de l'homme et à l'encontre de la Constitution. Ça nécessite d'énormes changements institutionnels dans le but de justement mettre ces deux trucs-là en disant hey, il y a peut-être moyen de changer les deux finalement. Si on fait assez d'efforts, ça devrait le faire. C'est un peu... moi, ça m'angoisse un peu. Possible. Ce que je comprends pas dans ce que tu dis, parce qu'on n'a pas encore défini, enfin tu m'as pas encore défini ce que toi tu appelais identité française, mais on pourra en parler après. Mais là où je comprends pas, je pensais comprendre jusqu'à présent, parce que j'arrive à comprendre les gens qui se sentent plus en sécurité avec des gens qui leur ressemblent. Mais moi quand je... Pas ton cas ? Bah si, mais justement, moi je me sens beaucoup plus proche et ayant des points communs et ressembler à Jack Le Fou qui est algérien que à Mathilde Panot. Voilà, et pourtant je me sens quand même, ça va, je me sens quand même proche d'une Mathilde Panot, mais c'est juste pour te montrer quand même. Donc c'est pour ça que moi ça j'ai du mal à le concevoir. Si tu veux, des gens qui me ressemblent dans mon entourage, bah il y en a plein, mais c'est pas physiquement, c'est pas au niveau de c'est au niveau des idées, de ce que tu partages. Force à Jack, tant qu'on a la possibilité, on lui glisse un petit mot, on lui souhaite de prendre soin de lui et de prendre les bonnes décisions pour lui-même, et seulement pour lui-même, et pas pour les gens qui le suivent. Mais en l'occurrence, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que Cassius dit ici, en l'occurrence. Sauf que moi c'est un peu au sentiment, c'est un peu le sentiment inverse. J'ai tendance à me sentir tout autant éloigné de qui que ce soit sur cette planète.
Et c'est pas négatif, hein. Moi, je vis très bien, je vis très sereinement dans ce sentiment de non-appartenance, mais c'est pas quelque chose qui est dû pour moi à aucun critère qu'utilise Conversano pour classer les gens. Mais vraiment aucun. C'est rien à voir, quoi. Et je trouve ça un peu, et je trouve ça un peu dommage qui botte en touche. Parce que c'est exactement, si on réécoute le début du live, ce qu'on va pas faire, mais vous pourrez le faire sur YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire. Au début du live, il disait ce sentiment est incomparable. Moi, quand on est uniquement entre blancs, ce sentiment est génial et c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. Et là, on a Cassius qui très justement pose le même sentiment et il va juste tout simplement botter en touche. Moi, j'aurais tourné le truc différemment. J'aurais fait ce que je fais le mieux, c'est-à-dire j'aurais posé une question. Je dis bah voilà, typiquement tout à l'heure tu m'as parlé de ce sentiment que tu avais par rapport à l'identité blanche, ce que toi t'appelles l'identité blanche, du fait que quand vous étiez en communauté, vous sentiez mieux. Est-ce que tu pourrais comprendre que des gens ressentent l'inverse et que ce soit tout autant valide? Et là, j'aurais bien voulu voir comment il allait retourner la question pour essayer d'y répondre sans vraiment y répondre, mais peut-être y répondre un peu quand même. Ça, j'aurais vraiment été très curieuse. Socle culturel, etc. Et c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi il y a cette limite. Ok, que des blancs qui te ressemblent, c'est très bien, mais tu sais très bien qu'il y aura plein de blancs qui vont pas te ressembler, des blancs qui vont militer contre toi, qui vont peut-être même faire en sorte de te retirer des droits alors qu'ils sont blancs, ils te ressemblent physiquement, mais au final, ce ne seront jamais tes alliés idéologiques. Comme je connais pas ton prénom, j'allais t'appeler Cassius, comme si je t'appelais Cassius et Lady. Prénom Cassius, non Lady. Si tu veux, ce que tu dis là, en fait, ça pourrait s'appliquer au Japon. En fait, tu pourrais prendre un japonais et lui dire, mais finalement, pourquoi tu veux rester entre japonais? Parce que, en fait, parmi les japonais, il y a des japonais qui votent à droite, il y a des japonais qui votent au centre droit, il y a des japonais qui votent à gauche, il y a des japonais qui sont. Il y a quelqu'un qui, dans le chat YouTube, qui dit quelque chose de très intelligent. Il dit « Je doute fort que tu puisses te sentir heureuse dans une société qui brutalise / violente les personnes trans au nom d'une idéologie. En France, ça se produit malgré les lois républicaines. » Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. C'est juste que là, ici, en l'occurrence, c'est exactement ça qu'on essaye de souligner. Je préfère 1 million de fois, 1 million, me retrouver au milieu d'une famille musulmane qui accepte qui je suis, que de me retrouver au milieu d'une famille de gens blancs avec qui on partage un tas d'idées, mais qui veulent me voir au fond d'un puits, si possible, avec la tête détachée du reste. C'est une évidence crasse. Et c'est ça qu'on essaye de souligner, qu'on essaye de montrer. C'est cet universalisme-là qu'on essaye de montrer. Et qui, lui, le refuse un peu parce que ça va pas en accord avec ce que lui pense. Mais bon, quand on commence je lui en demande trop, parce que quand on commence un débat en disant c'est une croyance qui est, je vais utiliser des gros mots, mais qui est indécrottable et qu'on peut pas remettre en question, ouais, ok, d'accord, c'est irrationnel, voilà, c'est tout, point. Shintoïstes, c'est des japonais qui le sont pas. Donc en fait, il y a des japonais très différents de toi. Alors pourquoi finalement tu veux pas devenir pote avec un étranger qui peut-être comme toi a des mêmes goûts en matière de musique, de littérature et de religion plutôt qu'un japonais? En fait, on se pose cette question en France parce qu'on nous a imposé le multiculturalisme. Et maintenant on arrive à ces questions qui consistent à dire. On n'a pas de réponse. Est-ce que tu peux me donner la réponse? La réponse est simple. Non, mais si, la réponse est très simple. Depuis le début, tu me poses beaucoup de questions et moi j'ai envie de t'en poser une. Est-ce que en fait tu vas préférer quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas, on va dire, dans ton cercle amical, mais qui a des idées politiques ou des idées sur la vie très proche des tiennes, à ton propre frère ou à ta propre sœur? Moi, par exemple, je vais donner un exemple. Oui. Moi, j'ai bien aimé cette partie-là parce qu'en fait, elle s'applique pas du tout à moi. Ou en l'occurrence, si j'avais été en face de lui, il m'aurait posé cette question-là, j'aurais répondu oui. Parce qu'en fait, moi, j'ai une très mauvaise entente avec une grande partie de ma famille parce que justement, on a des idées opposées. Parce que, typiquement, ils sont dans le déni de mon existence, donc c'est déjà compliqué, quoi. Et en l'occurrence, du coup, c'est bien la preuve que ce fameux lien du sang que lui veut mettre en avant n'existe pas, en fait. Parce qu'à partir du moment où il y a une altérité qui est trop forte, pour cette partie de ma famille, c'est le fait que je sois une personne trans, mais ça aurait pu être autre chose, idéologiquement parlant. À partir du moment où l'altérité est trop forte, les liens du sang n'ont plus cours. Et là, j'aurais bien voulu lui dire ça, et lui dire
comment tu te dépatouilles avec ça? Comment tu t'en sors? Parce que c'est important de souligner ça et de dire, Moi, bon, bah, moi, voilà, moi, je suis d'accord effectivement. avec toi. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai de la chance, hein, quand même. Ceux qui sont très très proches dans ma famille, bah, ils ont à peu près les mêmes idées que moi. Mais certaines personnes qui ont totalement des idées peut-être autoritaires ou homophobes, bien sûr, non. Bien sûr que non. Je vais pas les privilégier juste parce qu'il y a un lien de sang. Non, non, je vais me sentir plus proche de Diane que mon cousin qui est raciste homophobe, c'est clair. Oui, c'est ça. Et je vais plus privilégier une Diane ou un radio chaotique que mon cousin. Parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Non, non, clairement. Donc voilà, c'est un argument encore une fois, c'est un argument qui est basé sur une réalité que lui vit ou que lui a envie de voir comme étant la réalité de tout le monde, mais qui n'est pas représentative de la situation de tous les êtres humains sur cette planète, quoi. Je donne un exemple, non mais c'est parce que cet exemple permet d'illustrer ce qu'est le racialisme en fait. Le racialisme, ou le racisme, plutôt plus exactement ici, c'est plutôt du racisme, c'est une extension du tribalisme à une échelle en fait, une échelle nationale. Mais regarde. Vous voyez, là, on est encore une fois dans le racialisme échelle nationale. On est encore une fois dans deux critères qu'il essaye de mixer, qui sont toujours deux critères différents. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. De passer du tribalisme au nationalisme, c'est déjà louper quelques étapes. Mais bon, et puis passer du nationalisme au racialisme, on est 40 étapes trop loin. Regarde, ma sœur elle est de gauche. Ma sœur elle vote à gauche. Mais ma sœur je la connais parce que c'est ma sœur. Donc moi j'aurais quand même tendance à préférer ma sœur, même à quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France et qui est de droite. En fait, le racialisme est l'extension de ce sentiment. C'est-à-dire que oui, parmi les blancs, il y a des Mathilde Panot, il y a des Mélenchon, il y a ce que tu veux, mais encore que lui, bon, il est même pas né en France. Et je veux dire, c'est pas le bon exemple. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui me détestent parmi les blancs. Mais globalement, un pays où il n'y aurait que des Français, je suis absolument persuadé que le niveau de tension même idéologique ne serait pas le même. Mais là, l'analogie. Ça, c'est pas dit. Hein. Parce que voilà, il dit je suis prêt à parier, mais c'est bien, mais sauf que moi, en fait, je ne veux pas construire. Alors, peut-être que je suis trop attaché, comme je l'ai dit hier à Tony, peut-être que je suis une idolâtre des mots et que je suis trop attaché au fait que la réalité, en fait, il faut se baser dessus pour prendre des décisions. Prendre des décisions politiques, particulièrement des décisions politiques aussi lourdes que celles que Conversano prône, ou en tout cas que l'idéal que Conversano prône, t'as intérêt à être solide sur tes appuis, hein. T'as intérêt à être solide de chez solide, parce que prôner autant de violence, autant de force, autant de trucs compliqués, et juste dire je me base pas sur des faits, c'est compliqué, quoi. Faire un pari pour prendre des décisions aussi lourdes, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Tu as quelque chose à dire, Alexis? Juste, le terme de racisme et racialisme, c'est intéressant, mais c'est deux choses différentes. Le racisme, c'est le rejet de l'autre, parce qu'il appartient à une race. Le racialisme, c'est une politique qui est fondée sur la race. Donc ça, c'est une petite différence. Et lui, il confond les deux dans un grand mélange. Et moi, ce que j'entends dans son discours, c'est qu'il y a une race française. Il met en fait l'idée qu'il y a une race française. Et ça, évidemment, c'est un terme qui n'est pas acceptable ni en politique, ni en rien du tout d'ailleurs, hein, ni en sciences, ni en biologie. Dernier élément, il fait une confusion en même temps, c'était un peu avant, hein, sur la justice, mais en disant la justice est un contre-pouvoir. Non, dans un pays démocratique, la justice c'est un des trois pouvoirs. Exécutif, législatif, judiciaire. C'est un des trois pouvoirs. Et l'exécutif et le législatif contrôlent la justice. Si on veut avoir des peines plus lourdes, eh ben c'est à l'exécutif et au législatif de créer un code pénal plus lourd. C'est comme ça que ça fonctionne. Lui, il confond tout, il mélange tout, et en gros, il reprend les visions très droitistes de la justice est de gauche et les méchants contre nous. Je suis très contente que tu fasses ces précisions, parce que ça permet de mettre en lumière ce que j'essaye de mettre en lumière sur un point que j'ai choisi en particulier, mais effectivement, le relevé est très pertinent, puisqu'on est face à quelqu'un qui est dans le confusionnisme.
qui avance, qui mélange des concepts, qui perpétuellement va parler de racisme, racialisme, comme si c'était des sujets connexes, qui va parler de, effectivement, comme tu le dis, qui va dire la vilaine justice de gauche contre le pouvoir, alors que bah non, c'est des pouvoirs qui sont séparés mais qui s'entre-influencent. Enfin, effectivement, je suis très contente que tu le soulignes. Merci, c'est très pertinent. Avec plaisir. Diane, je me suis permis, je vous dis merci à tous. Je me suis permis de faire un grand remplacement de moi-même en faisant monter Alexis parce que je vais devoir y aller. Bonne journée Alexis, bonne journée Radio, Diane, et courage à Jack. Courage à Jack. Et juste un dernier mot pour Jack. Clairement, si j'étais à sa place, je vous le dis sincèrement, j'arrêterais, vraiment. Parce que quand je mesure les bénéfices et les risques et on va dire les malfaits, je le comprends totalement. Je le comprends totalement. Courage à Jack. Ta santé, ta famille, c'est le plus important. Si t'es là, caché, je l'espère que tu vas entendre ce message-là. Et peu importe ta décision, je la respecte. Tant que ça ne porte pas atteinte à ta santé, à ta vie, à ta famille, c'est le plus important pour moi. Tu as déjà donné plus que beaucoup en quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est déjà quelque chose. Voilà. Pour moi, ça m'a permis de m'améliorer, d'apprendre, de changer aussi, parce que le changement, c'est pas mauvais. Et merci. Je le dis ici, je le dirai ailleurs aussi, et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Merci. Amir, en tout cas. Prenez soin de vous deux, des gros bisous et à très bientôt. Parce que de toute façon, on se recroisera d'ici là. Même si c'est un truc religieux. Enfin voilà. Du coup, je vais continuer après ce petit interlude. On va pouvoir repartir. Que t'as donné, moi je la comprends, la loi de proximité c'est quelque chose de parfaitement humain, bien sûr, mais ta sœur, c'est pas parce qu'elle est blanche, c'est parce que et pas parce que c'est ta sœur, c'est parce que tu t'entends bien avec ta sœur et que tu Non, pas du apprécies tout. ta sœur. C'est parce que c'est Tu ma la sœur. connais. Non, Mais pas pas du tout. C'est forcément, parce que il y c'est a ma des sœur. gens. Bah non, il y a des gens. Et là, typiquement, j'aurais utilisé une deuxième analogie, qui est une analogie qui est très basique, mais imagine, c'est une expérience de pensée. Imaginons un enfant qui est adopté, qui ne le sait pas, et qui grandit toute sa vie sans que personne ne lui dise qu'il est adopté. Il va ressentir exactement la même chose, mais exactement la même chose que si ça avait été sa sœur de sang. Il n'y a aucun moment où il aurait eu des doutes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été mesuré. Et typiquement, les gens se sentent beaucoup plus proches de leurs frères et sœurs quand ils sont dans une famille d'adoption, donc de leurs frères et sœurs par adoption, que de leurs frères et sœurs de sang s'ils ont été séparés à la naissance, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très mesurable aussi. Tu veux rajouter quelque chose, Alexis ? Non, c'est bon, je suis entièrement d'accord. C'était une très bonne analyse. Ok, mais c'est parce qu'en fait j'ai entendu du bruit chez toi, donc. Ah non, voilà. je tapote. Tout va Non bien. mais t'inquiète, comme ça tu coupes ton micro quand tu parles pas, et comme ça quand je vois que ton micro s'allume, je sais que tu vas Parfait. parler, je peux faire pause. Je fais comme Merci. ça. Ils auront jamais confiance en leur sœur. Hein, ou en Les leur familles frère, qui, hein. oui, les gens, ils préfèrent détestent. dire, ah oui, Attends, c'est moi qui pas parce que t'interroge, c'est ta c'est pas Cassius, c'est moi que tu interroges, c'est pas les gens. Je sais bien que les gens sont fous. Aujourd'hui, les gens sont fous. Je veux dire, ils font pas de gosses parce qu'ils veulent garder leurs sous pour aller en Ce vacances. que j'essaie de t'expliquer. Ils peuvent faire l'étranger à leurs proches. Donc moi, je t'ai donné cet exemple parce que pour moi, il est marquant. C'est que ma sœur, en fait, quelque part, mais est il une est faux. adversaire politique. Il ne Mais concerne en fait, que toi. En fait, c'est ton. Et là typiquement on est sur une psychiatrisation, mais on est en plein dedans quoi. Le gars il vous dit, mais en fait si vous vous entendez pas bien avec votre famille, vous êtes fou. Mais traiter quelqu'un de fou, c'est quelque chose de grave. Hein. C'est pas juste on rigole. Non. Là, c'est une accusation qui, même dans sa bouche à lui, est une accusation grave. Hein. Il préfère l'étranger à leur famille. Pour lui, c'est quelque chose de complètement grave et bizarre, et ça ne devrait pas exister. Mais en l'occurrence, quand tu as une famille qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est que tu fasses ce que eux veulent de toi, et pas ce dont eux ont vraiment besoin, enfin de ce dont toi tu as vraiment besoin, pardon, bah c'est grave quoi. Quand on est face à des gens qui disent t'aimer mais qui ne veulent pas ton bonheur,
Je suis désolé, mais c'est pas quelque chose qui est périn, et c'est pas quelque chose que tu peux vouloir pour d'autres gens. Dire, toi, non, par exemple, prenons l'exemple d'une personne homo qui vit dans une famille qui est profondément homophobe, quelles qu'en soient les raisons, on va pas on va pas l'obliger à aimer sa famille, on va pas l'obliger à rester proche de sa famille, alors que ce sont des gens qui veulent sa mort, quoi. Moi, je suis pas. Moi, je pense que c'est plutôt son discours qui est un discours problématique, ici, en l'occurrence, pour les raisons que j'ai citées. Comprends, présente ta propre Mais expérience. parce Et bien que sûr c'est moi que tu interroges. Oui, mais une expérience personnelle n'a aucun degré, si tu veux, en termes de preuves, en termes d'arguments. Mais je peux te dire, ressenti je peux te personnel. dire Moi, exactement te dis la. que Je suis désolé, si tu j'insiste parce que je suis pas d'accord avec toi. Je peux y a te pas de dire souci, mais exactement moi, la je même t'ai chose pas à coupé toi. jusqu'à présent, hein, donc je peux Non, pas non, mais je peux m'expliquer. te dire exactement la même chose Il à n'y a toi. pas de Je peux te souci, mais dire qu'en j'étais en fait. train d'expliquer quelque Laisse finir chose. Cassius et après, C'est ta tu sœur. lui dis. Ta sœur, tu as une relation avec, tu as un climat qui soit de confiance ou pas, tu la connais. C'est parce que tu la connais. Si ta sœur, tu ne l'avais jamais fréquentée de ta vie, tu dirais pas la même chose. Pourtant, ça reste ta sœur. Donc, c'est pas parce que c'est ta sœur, c'est parce que vous avez un climat ensemble, une relation de confiance ou pas, mais vous avez vécu quelque chose ensemble. Le gars ou la meuf qui habite à l'autre bout de la France que tu ne connais pas, bien évidemment que tu peux pas te sentir proche de cette personne. Mais quand moi, il y a mes amis autour de moi et que dans mes amis, il y a pas beaucoup de blancs, je me sens nettement plus en confiance et nettement plus proche de ces non-blancs que du blanc de l'autre bout de la France. C'est ça la loi de proximité. Elle n'a aucun réel impact en fait. Enfin, pardon, l'origine, la couleur de peau, normalement, n'a aucun impact sur ce phénomène-là. Ce phénomène, il est simplement émotionnel et en fonction de ce que tu as vécu. Ça n'a rien à voir ni avec l'origine, ni la couleur du peau, ni rien du tout. C'est juste des relations, c'est le relationnel, le sentiment de proximité qui crée à ça. Je réponds, moi je veux pas être désagréable, mais je pense qu'il y a une part de déculturation chez toi en fait. Si tu arrives à te sentir aussi bien, voire mieux, avec des non-blancs qu'avec des blancs, en fait c'est une sensation que je n'ai jamais eue. Mais c'est super! C'est génial que tu aies jamais eu cette sensation. Je suis pas contente pour toi, mais c'est comme ça de toute façon, donc on peut rien y faire. Mais en l'occurrence, tu peux pas juste rejeter ça en disant écoute, si toi tu te sens comme ça, c'est juste que t'es déculturé, parce que je suis désolé, mais déculturation, ou alors t'es déculturaté, je sais pas de quel verbe ça vient, mais j'aime bien, j'aime bien déculturer, je trouve que c'est amusant. Et en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui est profondément négatif, c'est juste que en fait, Monsieur Conversano, vous êtes en train de vous rendre compte que Cassius, malgré le fait que vous soyez blancs tous les deux, vous avez une culture différente. C'est oh merde alors, comment on fait? Vous êtes tous les deux français en plus. Comment tu fais pour gérer cette dissonance cognitive du fait que non seulement vous avez la même nationalité, mais qu'en plus de ça, vous avez la même couleur de peau, mais que vous soyez tous les deux d'une culture différente. Ça aussi, c'est une des questions que j'aurais bien voulu poser. Juste un petit mot, on voit qu'il a intégré totalement son racisme de manière globale et que de toute façon, il fait une dichotomie très forte entre blanc et pas blanc et que de toute façon, il n'intègre comme proximité potentielle que la couleur de peau. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, comme tu le dis très très bien, la proximité culturelle ne dépend pas de la couleur de peau. Dans des pays, notamment sud-américains, où il y a des couleurs de peau différentes, les Vénézuéliens ou les Brésiliens, qu'ils soient métis, blancs ou noirs, ils sont vénézuéliens et ils ont une proximité culturelle sur un certain nombre de points importants. Donc lui, il a intégré le fait que les couleurs de peau, c'est une barrière culturelle. Oui, effectivement, et c'est un critère qui pour lui est discriminant. Mais encore une fois, c'est un critère à lui et c'est un truc que lui a intégré, mais c'est pas quelque chose qui est universel, loin de là. On ne naît pas raciste, on le devient. C'est pas un réflexe chez les enfants de faire des groupes. Chez les enfants, je parle des bébés, quand ils commencent à avoir des interactions sociales à la crèche, ils ont pas cette notion du on va faire un groupe de racisés et un groupe de blancs. Ça n'existe pas. C'est pas quelque chose. Ça a été montré. Ça a été montré. Mais bien sûr, ça me flingue que le 14 février 2026, on doive encore rappeler ça. Mais pourtant, effectivement, ça reste quelque chose d'important, parce que visiblement, il y a des gens, ils partent du principe que c'est universel. Surtout quand on parle en fait d'une échelle de groupusculaire, c'est-à-dire, quand je dis groupusculaire, c'est au sens strict, c'est par exemple une soirée. Parce que justement, j'allais te donner cet exemple. C'est vrai que même si les gens de gauche sont des adversaires politiques, moi, j'ai passé des très bonnes soirées quand j'étais étudiant, avec des types qui étaient en histoire de l'art, en sciences humaines, qui étaient des... Avant qu'il termine sa super histoire, il a dit juste avant qu'une expérience personnelle c'était pas bon, non pas parce que c'était pas pertinent selon lui, mais parce que ça n'allait pas dans le sens de ses idées. Parce que voilà, quand Cassius lui dit une expérience personnelle ne peut pas être utilisée comme une preuve, il le reprend parce que Cassius était en train de dire quelque chose qui lui convenait pas.
Mais par contre, lui, il raconte sa vie en boucle, en boucle, en boucle, parce que ça valide son narratif, quoi. Et ça lui pose aucun problème. Ça ne lui pose des problèmes que quand on raconte quelque chose qui va contre sa construction mentale et sa vision du monde. Qui étaient quelque part des gros cons qui étaient adhérents à l'UNEF, parce qu'en fait, en tant que blanc, on avait une culture commune. Voilà, on aimait tous le rock, on aimait le métal, on aimait le cinéma, on avait des goûts communs en cinéma, etc. Et en fait, moi, T'es pas assez de cabine, quoi, c'est encore pour une ça. fois, tu as pris l'exemple de ma sœur. Non, moi, je préférerais ma sœur dans un contexte, par exemple, je préférerais sauver ma sœur s'il faut sauver quelqu'un dans un contexte de catastrophe naturelle, parce qu'en fait, je suis proche génétiquement de ma sœur. Et cette proximité génétique crée évidemment une proximité émotionnelle.